Bonjour et bienvenue sur Mokhtar TV. Alors aujourd'hui, grand jour, jour exceptionnel, notre première interview. Et quelle première interview, puisqu'aujourd'hui, je suis face à Johnny Punchline, notre penseur, chroniqueur, féministe, partisan de la féminité, mais qui la critique. Alors, vous le connaissez, sans le connaître, cette pute chauve. Vous, Johnny Punchline, qui faites des cours sur la féminité, qu'est-ce que vous appelez une femme ? Grande question. C'est quoi être une femme ? Eh bien, on peut se référer d'abord, me semble-t-il, à la biologie. La biologie nous dit être une femme, c'est posséder un vagin. De ce point de vue-là, je pense que tout le monde est d'accord, la femelle, c'est celle qui possède un vagin, qui a la capacité de produire de l'humain par l'ensemencement masculin. Bien. Donc sur ça, je crois que à part les folles, les SJW, comme vous dites, dans notre époque moderne, je pense que tout le monde est d'accord. Enfin, être une femme, c'est posséder un vagin qui permet à la femme de reproduire et qui fait d'ailleurs de la femme cette tota pulcra est dont parle l'Évangile, cette pleine de grâce, et qui possède cette faculté. Qui fait d'elle d'ailleurs, qui a fait d'elle dans toutes les religions un objet de culte. On la trouve en particulier chez la Vierge, chez les chrétiens, chez Sarah, chez les Juifs. Bien. Être une femme, c'est donc donner la vie, être capable de donner la vie. L'époque moderne a fait apparaître une nouvelle catégorie. À côté de la femme est apparue la femme féministe. Alors, d'où vient cette catégorie ? On en trouve des prodromes pour les incultes de Mokhtar TV, ça signifie des débuts, dans les salonnières du XVIIIe siècle. C'est quoi une salonnière ? C'est une femme qui tient salon, qui tient discussion. En particulier Mademoiselle de Lespinasse, notre peuple français. Ces individus considèrent que la femme a un droit égal à l'homme, et en ce sens-là, elles ont raison de penser. Ça pense. Une femme, ça pense. On trouve ici une distorsion vis-à-vis d'une certaine tradition aristotélicienne, tradition d'Aristote. Enfin, tradition d'Aristote, c'est être peu charitable avec Aristote que de dire ça, mais en tout cas, tradition des aristotéliciens qui considèrent que la femme n'est pas pourvue d'âme, autrement dit de faculté intellective. Aristote n'a jamais dit ça en l'occurrence, mais on trouve notamment des disputatio chez Thomas d'Aquin qui parlent du fait que la femme serait un être problématique, serait-elle pourvue d'âme. Bref, je ne m'enferre pas dans ce débat qui va gêner tout le monde. Bref. Mais toujours est-il que la femme apparaît au siècle des Lumières comme étant une potentielle interactrice, une potentielle partenaire de discussion. Voilà. Et ceci est bon, ceci est juste. On va pas se gêner du fait qu'effectivement, on a tous connu une Vulvina capable de discuter avec nous. Et lorsque la chose se produit, eh bien, nous disons, oui, la femme est capable de penser. Bien. Mais, le problème, c'est que c'est passé une jonction, une rupture, en fait, une dichotomie, oserons-nous dire, à partir du XVIIIe siècle, et qui est en particulier liée à la Révolution française. La Révolution française, notamment sous l'égide d'une dame qui s'appelle Olympe de Gouges, a considéré que la femme était un sujet politique à part entière. Le problème qui se pose, c'est que il est évident qu'on peut considérer que la femme est un sujet politique. Elle a absolument tous les droits de l'homme. En revanche, ayant été maintenue dans un état de minorité politique pendant des millénaires, j'abuse, mais pendant des siècles, la pensée politique de la femme n'était pas une pensée politique féconde.
Donc on a donné du jour au lendemain, et la chose s'est concrétisée en 1945, mais on a donné du jour au lendemain, sous l'égide notamment du droit abstrait d'Olympe de Gouges, le droit à la femme d'adhérer au pouvoir politique. Or, la femme était jusque-là cantonnée, qu'on considère que cela soit bon ou mauvais, non pas au droit politique, mais au droit privé, c'est-à-dire au droit de la famille. Bref, cette nouvelle catégorie apparaît, surgit sur la scène politique, celle du féminisme, celle qui dit que les femmes doivent prendre le pouvoir, les femmes doivent participer au pouvoir, et, nous y reviendrons Mokhtar, les femmes doivent, limite supplanter les hommes. Alors, vous m'avez parlé de femmes féministes, et donc, précédemment, vous m'avez parlé, donc c'était précédent notre enregistrement, de Simone de Beauvoir. Et vous vouliez faire un point sur cette personnalité, donc je vous laisse faire. Alors Simone de Beauvoir est un personnage extrêmement intéressant. De qui on parle ? Simone de Beauvoir, la plupart d'entre nous la connaissent pour être la compagne de Jean-Paul Sartre. Loin de moi l'idée de défendre Jean-Paul Sartre, je ne suis absolument pas sartrien, je crois que la liberté est une illusion, mais on va pas s'aventurer sur ces terrains spinosisto-hégéliens, qui j'ose dire, sont objets de débat entre nous, vous le savez bien, mon cher Mock. Bien, vous fassiez des cours sur... Nous devons d'être éclectiques. Simone de Beauvoir, c'est une jeune femme extrêmement intelligente. Et il faut le savoir, Simone de Beauvoir a été reçue première à l'agrégation de philosophie, l'année où Sartre a été reçu second. Et l'université de l'époque, considérant qu'une femme ne devait pas être première, a déclassé Simone de Beauvoir pour placer en avant Jean-Paul Sartre. Bien. Donc on est face quand même à un esprit d'une puissance inouïe. Bon. Mais que dit Simone de Beauvoir ? Simone de Beauvoir, c'est quoi ? Déjà, dans une perspective nietzschéenne, il faudrait dire tout esprit pense ses propres névroses. De Beauvoir, c'est une lesbienne. De Beauvoir est une lesbienne. Alors, il n'y a pas, on est dans la République, donc il n'y a pas péché à être lesbienne, on est bien d'accord. Mais tout de même, une jeune femme qui couche avec l'homme probablement le plus laid de sa génération, Jean-Paul Sartre. Et qui couche avec lui, pourquoi ? Parce que Jean-Paul Sartre est connu dans le monde universitaire pour ses écrits retentissants, je pense en particulier à La nausée et à L'être et le néant. Et on nous dit ici qu'on a face à nous un des esprits les plus radicaux du féminisme. On a quand même une putain, pour le dire clairement, une putain, qui couche avec un homme pour pouvoir se faire connaître. Et tous les SJW, comme disent les jeunes aujourd'hui, social justice warrior, si la justice mérite un quelconque warrior, tous nos SJW se revendiquent peu ou prou, sans l'avoir lu probablement, puisque les mangas ne parlent pas de Simone de Beauvoir, mais la chose est présente au final, se revendiquent de cette femme. Cette femme est une sotte. Pour qui a lu le deuxième sexe ? Le deuxième sexe est une somme d'absurdité, dans laquelle notamment de Beauvoir explique qu'il est doux et bon pour une femme de s'insérer des rasoirs dans la chatte. Alors qu'on m'explique désormais, qu'on m'explique en quoi la cause féminine, si cause féminine il existe, et je connais une jeune femme qui a dit qu'elle n'existe pas, et qui a beaucoup plus de classe, d'élégance que Madame de Beauvoir, féminin mon amour, qu'on m'explique en quoi s'insérer des rasoirs dans la chatte permet à la femme subsaharienne de s'émanciper de l'excision. On m'expliquera. C'est à vous, Mokhtar. Donc je vous remercie pour ce petit point sur Simone de Beauvoir. Et donc, sans vouloir faire un catalogue de personnalités, vous m'avez également parlé de
Judith Butler. Et je vous invite à nous parler de cette personnalité que personnellement je ne connais pas. Alors, là, on voit bien comment c'est bien votre problème, Mokhtar TV. C'est-à-dire que vous restez en fait sur la surface des choses. Judith Butler, pour vous, est une inconnue. Qui est Judith Butler? Judith Butler est une lesbienne, premièrement. Donc il faut toujours savoir de qui on parle. Judith Butler a produit un texte, à mon sens, remarquable. Mais remarquable pour une raison bien précise. Parce qu'il est remarquable d'absurdité, ce texte. Ce texte s'appelle « Trouble dans le genre ». Gender Trouble pour les enculés qui parlent anglais. Bon. De quoi ça parle? Du fait qu'on a le droit d'être un homme, même si on a une chatte. On a le droit d'être une femme, même si on a un sgag. Mokhtar, qu'en pensez-vous? Alors, on est loin des principes papacitiens. Mais... Bah, d'ailleurs... C'est une égalienne. Aïe, 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 aïe. Il y a un problème. Il y a clairement un problème. Mais... En effet, et d'ailleurs, vous pourrez le voir dans notre premier épisode sur l'étude en fac de lettres si un être humain qui a eu beaucoup de retard, que quand on a un homme, on a des couilles, on porte des chemises. Quand on est une femme, on a un vagin, on porte des jupes. Et à partir de là, c'est simple. Mais je vous redonne la parole, Johnny Punchline. Je veux absolument revenir sur ça, parce que Mokhtar a dit quelque chose avec son parler cru. Je m'excuse au passage si mon parler fut cru. Mokhtar a dit quelque chose qui était intéressant. On est un homme, on porte des chemises, on est une femme, on a une chatte. Bon. Je sais plus quelle était la formulation exacte que vous avez employée, mais bon. D'où vient toute cette pensée féministe? Parce que nous devons faire l'archéologie, en fait, de cette pensée. Des jeunes femmes se sont pas levées un matin en se disant « nous sommes folles ». Toute cette pensée vient d'une philosophie. Cette philosophie, c'est le modernisme. Et là, je vais faire une référence que Mokhtar pourra, vu son prénom, disons, vous me stoppez si jamais, Mokhtar, mais Mokhtar pourrait être en contestation vis-à-vis de cette référence. C'est que la philosophie chrétienne et hellénistique nous a donné à penser une chose. La nature est l'œuvre de Dieu. Dieu a établi l'homme de telle sorte qu'il soit non pas viril d'une manière absurde. Il n'y a rien de plus ridicule que de voir tous ces jeunes idiots hanter les salles de sport avec leur physique glabre et leur impossibilité de soulever un pack de bière. Ce que nous savons faire, Mokhtar en l'occurrence. Absolument. Dieu a doté l'homme d'une faculté cette faculté, c'est protéger. Il a doté la femme d'une faculté qui est la faculté de recueillir. Bien. On en arrive de nos jours à une sorte d'inversion des valeurs qui ne ferait pas honte à Nietzsche. Renverser toutes les valeurs. La femme est là pour protéger, l'homme est là pour recueillir. Mais l'homme n'est pas là pour recueillir. L'homme ne peut pas être là pour recueillir. Il n'y a... Nous le savons si on fait un peu de biologie. L'homme n'a pas cette capacité de protéger son enfant. Il a une capacité de protéger la femelle pour une raison bien particulière. Cette raison, c'est que la femelle lui permet la perpétuation de l'espèce. Or, le féminisme contemporain considère que la femme devrait être non pas l'égale de l'homme, elle l'est par nature, elle est l'égale, puisque le propre de l'égalité, c'est la compensation, l'intercommunication, et la femme intercommunique, la complémentarité, comme vous le dites exactement, Mokhtar. Non, aujourd'hui, on voudrait que la femme supplante l'homme. Je ne connais aucune femme féminine qui considère que l'homme lui soit inférieur. Et la féminité est pour moi, en l'occurrence, en tant que Johnny, ce que nous devons défendre.
Bah, c'est exactement ça. Auquel cas, l'homme devrait être dans ce cas féminin, ce qui est plutôt absurde. Donc, continuons notre catalogue avec le personnage qui est Delphi. Est-ce que vous pouvez nous parler de Delphi, Johnny Punchline? Voilà, vous me lancez sur mon bon Mokhtar, vous me lancez sur un sujet en fait qui m'est particulièrement cher parce que j'ai travaillé, je continue de travailler un petit peu à mes heures perdues sur la pensée, ce qu'on appellerait la pensée 68. Bon. Alors qui est Christine Delphi, hein, et non pas Julie Delphi comme vous l'avez dit de manière erronée. Cette femme est une universitaire française qui commence à se faire connaître à partir de 69. Donc on est dans l'immédiat après 68 et elle fonde un mouvement qui s'appelle le Mouvement de libération des femmes, le MLF. Bon. Que vous connaissez peut-être Mokhtar, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon. Et alors ce mouvement au départ, à mon sens, a des revendications extrêmement légitimes. Il est évident, et c'est toujours le cas de nos jours, et il faut avoir conscience de ça, je pense. Je pense qu'il faut être cohérent. C'est-à-dire que pour être en droit de critiquer le féminisme, il faut accepter ce que dit de vrai le féminisme. Les premières revendications féministes du MLF, c'est l'égalité salariale. Il est évident qu'il est tout à fait, il est, à mon sens, scandaleux qu'une femme n'ait pas le même salaire qu'un homme. À qualification égale, niveau égal, machin, etc. Bon. Sur ce point-là, on ne peut que tirer son chapeau, enlever son bonnet, j'ose dire, à Madame Christine Delphi. Bon, très bien. Mais alors, le mouvement du MLF est parti ensuite, j'oserais dire, comme on dit chez les jeunes, un peu en latte. On a eu, d'une part, la création d'un sous-groupe qui s'appelle les Gouines Rouges. Alors, en quoi consistait le terme Gouine Rouge? Je pense que nos auditeurs ont saisi la nuance, la subtilité du terme. Gouine, ça veut dire qu'on se lèche la chatte. Rouge, ça veut dire qu'on vote communiste. Donc on avait, en gros, des cocos qui lichaient des chattes. Et quel était le projet? Le projet, c'était de dire que Marx nous dit comment émanciper l'humanité. Mokhtar, comment Marx nous dit comment qu'on émancipe l'humanité, bordel? La révolution. La révolution. La révolution, est-ce qu'elle a un sexe, une couleur? Est-ce qu'elle a une odeur? Non. Elle n'a pas de sexe. C'est-à-dire que Mokhtaria ou Mokhtar peuvent faire la révolution. Et là, que nous disait Delphi? Delphi nous disait comment on émancipe l'humanité? En émancipant la femme de l'homme. Et donc, comment on émancipe ultimement la femme de l'homme? En soustrayant la femme à la nécessité de la procréation masculine. Donc, la femme devenait une sorte de, d'autostance, pour le dire en termes hegeliens, d'abstraction ex nihilo, qui pourrait s'autogénérer, être sui generis, indépendamment de l'homme. Bon, indépendamment des considérations biologiques qui prouvent que cette thèse est folle, parce qu'on n'a jamais fait d'homme sans femme, toujours est-il que nous retrouvons de nos jours une telle pensée dans les mouvements de SJW, encore une fois, et dans les mouvements féministes luttant pour la PMA. Madame Delphi est, disons, l'avant-garde de ce qu'on appellerait, pour reprendre Pepecito, le féminazisme. Hein. Bon, je l'aurais bien fait, mais je vais pas vous lancer sur le sujet de l'IVG et des bébés éprouvettes, bien que ça mérite une interview. Et je vais plutôt vous lancer sur un sujet dont vous m'avez parlé hors enregistrement, mais que j'aimerais éclaircir car je n'ai pas bien compris les subtilités. Vous m'avez parlé de la vue limitée des cathos-féministes. Vous pouvez m'en dire plus? Alors, merci beaucoup pour cette question, Mokhtar, parce que c'est quelque chose qui, personnellement, m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup pour une raison personnelle, c'est que je le professe en tant que Johnny Enculado, Johnny Punchline, tout ce que vous voulez.
je suis catholique. Bon. Or, le catholicisme, à mon sens, défend la féminité. On n'est pas revenu sur ça d'ailleurs, sur cette nuance. Il faudra qu'on y revienne. Entre féminisme et féminité. On observe aujourd'hui, notamment sous l'égide d'une revue qui s'appelle Les Mythes, à l'émergence d'un mouvement qui se prétend d'une part d'écologie intégrale, donc la deep écologie née aux États-Unis, et dont il ne faut pas oublier, enfin quand je dis née aux États-Unis, faisons l'archéologie de ce mouvement qui naît en particulier avec Martin Heidegger, lequel n'était pas suspect de sympathie avec le marxisme. Donc on est véritablement sur un mouvement de type néo-nazi, à mon sens. Bon. Et surtout sur une pensée de la femme qui est, à mon sens, hors sol. À savoir que la femme serait une sorte de nature gironde qui ferait naître le réel, comme ça, qu'il faudrait honorer la femme. Mais que les femmes soient honorables. Nous l'avons tous fait, Mokhtar. Nous avons tous honoré. Nous honorions. Nous honorons encore. C'est ça. Et nous honorerons ce soir. Oui. Nous honorerons. Il le faut. La femme est honorable. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais le problème de ce féminisme catholique, dont vous trouvez les meilleurs exemples dans la revue Limite, subventionnée par Gauthier Besdeberck, Marianne Besdeberck et Paul Picaretta. Il faut toujours donner des noms quand on cite les enculés. C'est que cette pensée-là, d'une part, repose sur une technophobie. La technophobie, c'est l'idée que tout ce qui est technique est mauvais. Donc autrement dit, ta femme, Gauthier, ne doit pas porter de Tampax. Va faire un cunilingus. Sans Tampax, comment on fait? Deuxièmement, donc technophobie, donc ta gueule, Gauthier. Technophobie, Marianne. Marianne, quand tu nous sors que les femmes qui sont enceintes ne doivent pas être détectées pour les enfants trisomiques. On voit justement que tu n'as pas eu d'enfant trisomique. Parce que lorsque tu as un enfant trisomique, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de le tuer. Et nous devons bénir l'humanité pour ça. Le triso ne doit pas vivre. Pourquoi? Il ne s'agit pas de dire, le triso est un être infâme ou quoi que ce soit. C'est juste que le triso va avoir une vie de merde. Et les parents vont avoir une vie de merde. Bon. Le cathoféminisme repose en fait sur ce qu'on appellerait en philosophie un irénisme. C'est-à-dire une naïveté. Alors, je pense qu'on a globalement fait le tour. Donc sur la fin, je vous aurais bien lancé sur le sujet qui est celui du suicide, mais on va pas aller dans ces eaux-là. On garde ça pour une prochaine interview. En tout cas, je vous remercie énormément, Johnny Punchline, d'avoir fait le déplacement pour cette interview. Donc, je pense que nous allons terminer nos verres, nos clopes, nos pipes, nos femmes. Et peut-être un dernier mot, Johnny Punchline? Un dernier mot, j'étais extrêmement heureux de participer à cette première de Mokhtar TV. Je crois que les auditeurs de Mokhtar TV ont la chance inouïe d'avoir un interlocuteur aussi pertinent, fin, efficace et maigre que Mokhtar. Et je mange du boulgour. Qui mange du boulgour, comme il le dit. Et puis à la prochaine, je crois qu'on se retrouvera très très prochainement pour un sujet consacré, me semble-t-il, à la pensée philosophique et à la dégénérescence de la pensée chez les jeunes. Merci à tous, bonne soirée.